C'est le 13 février 1895 que Auguste et Louis Lumière déposent le brevet du cinématographe. Pour la première fois, des images projetées sur un grand écran créent l'illusion du mouvement de la vie. Le succès est immédiat. Dès le 30 décembre de la même année, on lit dans le journal La Poste « La photographie a cessé de fixer l'immobilité. Elle perpétue l'image du mouvement. Lorsque tous pourront photographier les êtres qui leur sont chers dans leur action, dans leurs gestes familiers, avec la parole au bout des lèvres, la mort cessera d'être absolue. » Au tournant du siècle, le cinéma vient de naître, rêve éveillé de deux frères au destin singulier, les frères Lumière. C'était des inventeurs, c'était une race de gens qui a un peu disparu, quoi. C'était les gens qui faisaient la fortune du concours Lépine, des gens qui passaient toute leur vie à chercher. Et c'est très jeune qu'ils inventent leur caméra, très très jeune. On les voit toujours, les Lumières, comme des gens âgés, parce que les photos les plus célèbres qui ont été prises d'eux sont des photos où on les voit comme deux bourgeois, bien assis, ayant déjà vécu une bonne partie de leur vie. Mais quand ils font toutes ces inventions, ce sont il y a tout un côté farceur, il y a tout un côté jeune homme qui rue dans les brancards et qui essaye de trouver ce que les autres n'ont pas trouvé. Auguste Lumière naît le 19 octobre 1862 à Besançon. Louis, son cadet, naît 2 ans plus tard, le 5 octobre 1864. Entre les deux enfants s'installe immédiatement un rapport privilégié, une complicité rare qui ne se démentira jamais. Il y a d'abord cette espèce de fausse gémellité. Ils n'étaient pas vraiment jumeaux, mais ils ont eu une attitude quasiment de frères jumeaux, puisque, comme on le sait, peut-être, c'est une promesse d'enfant qu'ils se sont faites lorsqu'ils crurent qu'ils allaient mourir noyés dans une grotte au bord de la mer, qu'ils se sont dit, si on s'en sort, comme font les enfants lorsqu'il leur arrive quelque chose de dramatique, si on s'en sort, eh bien, on restera ensemble toute notre vie. En 1871, la famille déménage pour Lyon. Le père, Antoine, artiste peintre puis photographe, y installe son atelier. Pendant de longues années, racontera plus tard Auguste, de nombreuses personnalités lyonnaises ou de passage y défilent, attirées par la réputation qu'Antoine a su acquérir dans son art. Antoine Lumière était un homme d'une personnalité sans doute un peu fracassante, excentrique et tout à fait attachante aussi en même temps. Je crois que c'est quelqu'un qui avait été, dès la naissance des enfants, il a dû les marquer par son sens de la vie. Et on peut penser que c'est quand même le père, avec son côté idéologie humaniste, franc-maçonne, tout à fait généreuse et militante qu'il avait, qui a ouvert ses 2 enfants vers un don, vers quelque chose qui s'ouvre au public. Antoine inscrit ses fils à la Martinière, école lyonnaise célèbre pour la rigueur de son enseignement, physique, chimie, dessin et surtout les mathématiques. J'ai toujours professé le plus grand enthousiasme pour les méthodes de la Martinière, à l'origine de mon ardente passion pour la recherche scientifique, dira Louis Lumière. Alors qu'il a tout juste 16 ans, son père Antoine lui pose, ainsi qu'à son frère, son premier défi scientifique. Inventer une nouvelle émulsion pour la photographie, mettant celle-ci à la portée de l'amateur. Il a découvert que la photographie allait aller dans la rue et qu'elle n'allait plus être réservée seulement aux photographes, puisqu'on était en train de mettre au point un peu partout dans le monde des émulsions plus rapides qui allaient faire que tout le monde allait pouvoir faire de la photo et pas seulement les spécialistes. Donc il s'est dit, bonne intuition, au fond il faudrait vendre des produits qui permettent aux gens de faire de la photo plutôt que rester dans son atelier.
À l'époque, faire de la photographie relève du tour de force. Complexité de l'utilisation des plaques au collodion humide, temps de pose très long, obligeant à l'immobilité du sujet. C'est Louis qui trouve la solution dès 1881. Il met au point une plaque sèche ultra rapide au gélatino-bromure d'argent et en effectue lui-même la démonstration de grande qualité en saisissant un auguste bondissant. Ce sera la célèbre étiquette bleue, première grande invention Lumière. Étiquette bleue, en fait, c'est un nom un petit peu comme Frigidaire, parce qu'en fait, la boîte était vendue avec une étiquette bleue, et bon, ça a été un terme générique, plutôt que de dire les plaques au gélatino-bromure extra rapide, bon, c'est devenu l'étiquette bleue, quoi. Ils ont commencé à fabriquer ça de manière assez artisanale, jusqu'au moment où, devant le succès, ils ont décidé de construire une usine à Montplaisir, à partir de 1882. Et les plaques, donc, après, bon, ont commencé à inonder le marché, puisque bon, c'était les meilleures plaques au niveau de la sensibilité, qui permettaient vraiment de faire de l'instantané. Au 25 chemin Saint-Victor, dans la banlieue de Lyon, la société Antoine Lumière et ses fils se développe rapidement. Ils embauchent du personnel, augmentent la superficie des ateliers. C'est bientôt tout le quartier de Montplaisir qui se trouve à leur service. En 1894, l'entreprise compte 300 ouvriers et ouvrières et produit 15 millions de plaques étiquettes bleues. Auguste et Louis passent désormais près de 15 heures par jour dans leur laboratoire et peuvent ainsi poursuivre leurs travaux de recherche. Les ouvriers commentent « Ce sont des sorciers, les patrons ». Louis s'est mis à inventer des machines et des machines-outils et des outils pour faire des machines. Et ils ont embauché de plus en plus de gens et c'est devenu une énorme entreprise. Ça a été la première entreprise photographique d'Europe. Donc ça repose sur 2 adolescents. Et le chiffre d'affaires a été énorme et a mis la famille à l'abri du besoin définitivement. Et Antoine a pu se consacrer à ses chansons d'après-banquet et à aller à Paris voir ses amis. Forts de leur expérience dans le domaine de la photographie, Auguste et Louis Lumière orientent leurs travaux vers l'animation des images et se retrouvent engagés dans la course qui, en cette fin de 19e siècle, vise à inventer le cinéma. L'avantage de Lumière, et bon, peut-être sera reproché aussi par des gens qui s'imaginent que l'invention naît comme ça, un petit peu de rien, et si possible par quelqu'un qui est plus un poète ou qui a une idée géniale. Bon, effectivement, Lumière a pu tester tous les procédés, voir un petit peu ce qui allait le mieux fonctionner, et évidemment le mettre en place grâce au personnel de l'usine, aux personnes qui pouvaient fabriquer des prototypes, lui fabriquer des pièces spéciales, etc., etc. C'était dans l'air. Les travaux antérieurs devaient un jour ou l'autre conduire au résultat auquel j'ai eu la chance d'arriver le premier, avouera Louis Lumière. Dès 1877, Émile Reynaud, pionnier du cinéma d'animation, avait mis au point son praxinoscope, à l'origine de son fameux théâtre optique. Étienne Jules Marais, avant son chronophotographe, avait inventé en 1882 le fusil photographique. Celui-ci, enregistrant 12 étapes différentes d'un même mouvement, constituait une sorte d'ancêtre de la caméra. Thomas Edison, quant à lui, avait conçu le kinétoscope, permettant la projection dans une caisse en bois de petites scènes filmées, ceci dans des fêtes foraines et des magasins spécialisés. L'invention du cinématographe était dans l'air, oui. Mais quand Antoine Lumière a découvert les films d'Edison, il a dit à ses fils, voilà ce que j'ai vu, voilà les images, j'ai vu des images dans une boîte, maintenant il faudrait que vous fassiez mieux, il faudrait que vous fassiez sortir cette image de la boîte. Mais là où on est sidéré, c'est la rapidité avec laquelle Louis Lumière a trouvé une réponse au défi que lui posait son père. C'est à la fin de l'été qu'on lui pose ce défi, et 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois plus tard, il a trouvé une réponse. Ça, je trouve ça formidable, et qu'il trouve une réponse qui n'est pas simplement une réponse technique. Il trouve une réponse philosophique. Parce que Edison qui est un vrai inventeur de l'image animée, mais l'image animée dans une boîte, pour moi, c'est l'inventeur de la télévision payante. Et Lumière est l'inventeur du cinématographe, c'est-à-dire du cinéma.
D'un côté, il y a quelqu'un qui croit que le spectacle doit être partagé, et l'autre qui pense que le spectacle doit être vu par un très petit nombre de gens, parce que ça va être plus rentable. Puisque l'un des principaux reproches qu'Edison fait aux frères Lumière, c'est il leur dit, vous tuez la poule aux œufs d'or. En faisant fabriquer par George Eastman des bandes de pellicules spécialement adaptées à son kinétoscope, Edison vient d'inventer le format 35 mm. Pour Louis Lumière, désormais, le principal problème à résoudre est d'assurer la régularité du défilement et de l'arrêt de cette pellicule perforée devant une fenêtre d'impression, afin de restituer l'illusion d'un mouvement continu. Il trouve la solution au début de l'année 1895 en adaptant à la prise de vue le mécanisme dit pied de biche, utilisé pour l'entraînement des machines à coudre. Il met ainsi au point le cinématographe Lumière, appareil qui permet à la fois le tournage, le développement et la projection des vues animées. Charles Moisson, chef mécanicien de l'usine, est chargé de construire le prototype. Ce même prototype qu'utilise Louis Lumière le 26 mai 1895 lorsqu'il tourne le premier film de l'histoire du cinéma, La sortie des usines Lumière. Ce fut le 25 mars 1895 que je projetai en public le premier film. C'était au cours d'une conférence que je fis sur l'industrie photographique à la Société d'encouragement pour l'industrie nationale sous la présidence du célèbre physicien Mascard. Le film en question représentait la sortie des ouvriers de notre usine de Montplaisir. Puis, les vues citées plus haut et que j'avais tournées entre-temps furent projetées à Lyon les 10 et 12 juin de la même année, lors du congrès des sociétés photographiques de France, elles remportèrent un succès considérable. Enfin, le 28 décembre 1895, nous ouvrions une salle de projection publique dans le sous-sol du Grand Café, et ce n'est qu'à partir de cette date que quelqu'un put dire « je suis allé au cinéma ». Je tournais, développais et tirais moi-même tous les films qui formèrent les premiers programmes du Grand Café. Ouvriers, ouvrières sortant de l'usine, le repas de bébé, la pêche au poisson rouge, baignade en mer, barque sortant du port, l'arrivée du train, l'arroseur, etc. Le cinématographe inventé, Louis va en explorer les possibilités. Photographe confirmé, il devient cinéaste et réalise lui-même la plupart des premiers films. « Je ne désirais que reproduire la vie », dira-t-il plus tard. Tout naturellement, Lyon est le théâtre de nombreuses prises de vue. Arrivée d'un train en gare de Perrache, la place Bellecour, la place des Cordeliers. En voyant et en revoyant ces films, je suis sidéré déjà par, d'abord, le sens du cadre qu'avait Louis Lumière. Je trouve qu'il a tout de suite compris que la force dans la composition d'un plan, c'était la diagonale. Ce qu'il ne fallait pas se placer de manière frontale par rapport à l'événement. Il a tout de suite su qu'il fallait animer les images. Et dans plein de films, il y a des complices, des comparses qui sont chargés de créer un mouvement, qui sont chargés de rentrer dans le plan pour faire sortir quelqu'un qui va venir trop près de la caméra. Lumière place la caméra au meilleur endroit possible. Il avait évidemment son expérience de photographe, mais il a compris que le cadre du cinéma n'était pas le même que le cadre de la photo, qu'il fallait tenir compte du mouvement à l'intérieur d'un plan. Il faut rendre justice quand même à son œil, à son regard, au fait qu'il a été le premier auteur. Il est le dernier des inventeurs, il est le premier des auteurs.
Et il y a un certain nombre de films qui témoignent en soi, même s'il n'avait pas été l'inventeur de cette machine, le cinématographe, qui témoignent en soi de grande qualité de metteur en scène de cinéma. Le repas de bébé, la petite fille et son chat, le goûter des enfants, autant de films familiaux tournés au début de l'histoire du cinéma qui ont pour cadre la propriété des Lumières à Montplaisir ou leur maison de vacances à La Ciotat. Mettant en scène Auguste et sa femme Marguerite, Rose, la femme de Louis, et surtout leurs enfants, ces premiers films pleins d'insouciance constituent aujourd'hui un témoignage précieux de la vie bourgeoise à cette époque. Les Lumières n'étaient pas bourgeois lyonnais au sens où on pouvait l'entendre. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas fortunés d'abord à l'origine. Et qu'il n'y avait pas chez eux d'ostentation, mais au contraire la jouissance pure de ce qu'était la possibilité de vivre cordialement, en invitant ses amis, en invitant sa famille, en donnant toute la gloire possible aux enfants. Et les films, en effet, témoignent de ça. Ça va même au-delà du simple témoignage sur la vie. Il y a quelque chose dans les films Lumière qui témoigne aussi de ce moment très court à la fin du XIXe siècle, au basculement vers le XXe siècle, de ce que le XXe siècle aurait pu être. La façon dont les Lumières ont filmé, liés à La Ciotat, leurs enfants, les baignades, dont ils montrent également des adultes qui jouent aux boules, qui font de la musique, portent quelque chose, des traces d'un bonheur qu'on croyait qu'il serait celui du XXe siècle. Le Clos des Plages, posante propriété des Lumières à La Ciotat entre la plage et les vignes. 44 chambres, 3 ateliers de peinture pour suivre l'orientation du soleil, 3 kilomètres de côte avec un port privé. Ici, la famille se retrouve les mois d'été, faisant cercle autour d'un Antoine Lumière qui règne en patriarche. Partie de boules, promenade le long des grèves, béades, pêche en mer, tennis, tout est prétexte à s'amuser, profiter de la vie en compagnie des nombreux amis qui les rejoignent à la propriété. Et, bien entendu, on n'oublie pas de se filmer. Le cinématographe inventé. Un été 1895 passé à s'amuser à faire des films. Quelques films tournés. Le cinématographe allait être commercialisable. Rapidement, il y a un réseau de concessionnaires Lumière, il y a la conscience, parce que c'est les gens qui étaient des inventeurs et des commerçants, parce qu'ils avaient à faire fructifier leurs diverses inventions. Donc il y a la conscience qu'il y a peut-être un mode d'exploitation à trouver. Il l'emprunte au théâtre, ce mode d'exploitation.
Devant le succès des projections du Café Dressal de 2015 à l'île de la République ou à Paris, où des projections s'organisent dans les grands magasins, au musée Euler, à l'Eldorado, devant des assemblées émerveillées. C'est d'une vérité inimaginable. On se demande s'il n'y a pas hallucination et si l'on est simple spectateur ou bien acteur dans ces séances étonnantes de réalisme. Il y avait un placard publicitaire chaque semaine avec le titre des films, y compris avec ceux des films qui étaient déjà des succès, puisqu'entre parenthèses, il était indiqué « redemandé ». Et puis le cinéma s'est développé absolument de partout, en moins de temps qu'il faut pour le dire. Si la première séance est publique payante est en décembre 1895 à Paris. On trouve trace d'une projection en août 1896 à Shanghai. À l'étranger, les premières se succèdent. En Grande-Bretagne, c'est Félicien Trerouet, un ami d'Antoine Lumière, qui est chargé de promouvoir le cinématographe. Cet original était par ailleurs un des illusionnistes les plus célèbres de son temps. Vedette de l'Alcazar d'été sur les Champs-Élysées, il pratiquait en virtuose le théâtre d'ombre. Liant intimement son destin à celui des Lumières, Félicien Trerouet démontra même dans quelques films ses qualités d'artiste de music-hall, genre que le cinéma allait bientôt détrôner. Un personnage comme un symbole. Le catalogue des films Lumière, il est composé de 1422 titres, qui, par suite à de multiples versions de L'Arroseur arrosé, par exemple, ou de La sortie d'usine, en fait, on arrive à un total de 1428 films, sur lesquels, chose unique, on en a retrouvé 1408. Et c'est parce qu'en fait, le catalogue Lumière, c'est constitue un petit peu une entité à part dans les débuts du cinéma, parce que, tout pratiquement a pu être conservé. C'est-à-dire que contrairement à Pathé ou à d'autres qui, après l'exploitation commerciale des films, pouvaient tout à fait refondre les pellicules pour récupérer les selles d'argent et se servir de la matière pour faire des peignes ou autre chose, Lumière, ça a été conservé. Dans les correspondances retrouvées, il y a une lettre très importante, c'est Louis qui écrit au nom de son frère, mon cher père, nous en parlons avec Auguste, et il dit, je crois qu'il ne faut pas qu'on songe à exploiter le cinématographe comme tu voudrais le faire en te déplaçant de ville en ville avec des programmes, etc. On a pensé avec Auguste qu'on va envoyer des agents, il y aura un responsable par pays, et puis au-dessous de lui, notre envoyé qui filmera, et des gens dans plusieurs villes qui projetteront. Et on ramassera directement les rentrées. On donnera tant %
au responsable national, etc. C'était pas si mal vu. Dès 1896, une cinquantaine d'opérateurs embauchés par les Lumières effectuent des prises de vue aux quatre coins de la planète. Premier regard cinématographique sur d'autres continents. Première rencontre filmique avec d'autres cultures. Le cinématographe ouvre ses objectifs sur le monde et fixe sur pellicule la magie de ces instants pionniers. Moi, je voudrais insister sur ce qui fait pour moi le vrai génie des Frères Lumière. Quand on parle d'eux, on oublie et on occulte un peu une idée que je trouve vraiment révolutionnaire, qui a consisté à envoyer des opérateurs dans le monde entier. Je pense que c'est une idée vraiment extraordinaire. Pour un bourgeois qui vit à Lyon, comme ça, qui normalement est quelqu'un de conservateur, que de se dire que la première chose à faire, c'est d'envoyer des gens qui vont filmer la rue à Berlin, à Moscou, à New York, à Chicago, qui vont filmer une fumerie d'opium, qui vont filmer une petite fille dans un village annamite. Cette idée de montrer le monde au monde, d'aller présenter des films sur Lyon, sur Berlin, sur Tel Aviv, sur Istanbul, à des spectateurs de Shanghai, quelques mois après la première projection. Je trouve qu'il y a là une idée prodigieuse. Je sais pas, il faut se mettre dans la peau des gens de l'époque, découvrant une image en mouvement, leur montrant des pays qu'ils ne connaissent pas, des civilisations qu'ils ne connaissent pas, des villes qu'ils ne connaissent pas. Et tout d'un coup, tout cela se met à bouger devant eux. Vous savez, ce n'est pas une situation d'avenir que nous vous offrons. C'est plutôt un métier de forain. Cela peut durer 6 mois, 1 année, peut-être moins. Tel est le discours de Louis Lumière à ses opérateurs lorsqu'il les rencontre pour la première fois. Pour un métier qu'il considère alors sans grand avenir, il recrute des hommes à qui l'aventure ne fait pas peur. Félix Mesguich, Alexandre Promiot, Marius Sestier, Constant Girel. Tous partent sur les routes du monde après quelques semaines d'apprentissage à l'usine de Montplaisir. Gabriel Vert fut certainement l'un des plus talentueux d'entre eux. Après des études de pharmacie à l'université de Lyon, il entre au service des Frères Lumière à l'âge de 25 ans et embarque pour l'Amérique du Sud où il tourne de nombreux films, au Mexique, en Colombie ou au Venezuela. Au fil d'un long périple en Asie, il tourne l'un des plus beaux films du catalogue, au début de l'année 1900, dans le petit village de Namo, en Indochine. Lorsqu'assis dans un pousse-pousse, la caméra posée sur ses genoux, il a l'idée de tourner la manivelle.
même si certains opérateurs sont vraiment responsables des films qu'ils ont tournés, je pense que s'ils ne s'étaient pas sentis soutenus par les gens qui les finançaient, qui payaient leur voyage, qui leur avaient commandé ces films, ils ne seraient pas livrés à ces expériences. Il n'aurait jamais mis, Gabriel Vert n'aurait jamais mis la caméra dans un pouce-pouce s'il ne savait pas que ça allait être accepté par les Lumières. Il y a aussi ça. Également, il n'aurait pas été filmé, faire des plans aussi cadrés, vraiment aussi modernes que la Fumrium, s'il ne s'était pas senti épaulé. Il savait que ce genre de recherche plaisait aussi à Louis Lumière. On peut dire que les Lumières, même s'ils ne sont pas les réalisateurs de tous les films, en ont inspiré beaucoup. Et qu'on peut penser aussi que Louis Lumière choisissait ses opérateurs après leur avoir fait passer un examen. Donc il voyait les gens qui étaient aptes à saisir une scène dans une rue, où ils savaient cadrer tel ou tel événement. D'ailleurs, les films ont de vrais points communs, même quand ils sont tournés par des opérateurs différents. Il y en a simplement, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Il y en a qui ont un œil plus aigu, qui sont plus audacieux. Il y en a qui obéissent au cahier des charges, mais qui obéissent simplement aux règles les plus élémentaires. Et il y en a d'autres qui vont dépasser ce cahier des charges, qui vont à la fois lui obéir, mais ce qu'ils vont faire va faire progresser un petit peu le cinéma. On s'aperçoit qu'on ne connaissait qu'une dizaine de leurs films, et quand on découvre les autres, on s'aperçoit qu'à l'intérieur de ce cadre, qui est un plan fixe, la caméra qui en principe ne devrait pas bouger, en fait ils ont fait bouger la caméra, qu'en fait ils ont inventé de gros plans, qu'ils ont inventé aussi des placements différents pour la caméra. Il y a certains films de Gabriel Vert où la caméra est très basse, où on se croirait dans un film d'Ozu. Et donc, d'une certaine manière, toutes les bases de ce qu'on appelle de manière, je suis très rébarbative, mais la grammaire cinématographique, mais toutes les bases sont déjà là. Sont déjà entre 1895 et 1900, toutes les bases sont déjà jetées, sont déjà créées. Aux côtés des vues de voyage ou des scénettes comiques, le catalogue Lumière propose des vues militaires, des danses, des fêtes populaires ou officielles. De nombreux films permettent également de découvrir les grandes expositions ou les événements politiques majeurs. Les opérateurs suivent les déplacements de Félix Faure, puis de Émile Loubet, devenu président. Ils immortalisent la venue de Victor Emmanuel III en France ou le couronnement du tsar Nicolas II. L'histoire, dans ses actualités filmées, s'enregistre pour la première fois en mouvement. Mais devant l'évolution du cinéma vers la fiction, les Lumières décident d'abandonner progressivement l'exploitation des films et recentrent l'activité de l'entreprise familiale sur la vente de matériel et de pellicules. Passer la première surprise de pouvoir voir des images animées, de pouvoir voir le mouvement, la vie sur l'écran,
Bon, quand le public a commencé à vouloir voir des vues un petit peu plus mises en scène avec des petits scénarios, bon, que Méliès faisait ses vues à trucs, que Pathé commençait à produire aussi, bon, Lumière, après tout, c'était Lyon, c'était quand même une société de fabrication de plaques photographiques à la base, et c'était pas une industrie du spectacle. Donc c'est vrai que petit à petit, le nombre de tournages se réduit, le nombre de vues tournées se réduit aussi, puis en 1905, c'est l'arrêt total de la production Lumière. Moi, je dirais qu'en 1900, après l'exposition universelle, quasiment déjà, il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, il y a plusieurs légendes qui se croisent. Lumière disant, on a arrêté, on a laissé ça aux artistes. Modestie lyonnaise, mais réelle, il ne se considérait pas comme un artiste. Donc, Lumière a presque enterré lui-même son invention, passant à autre chose. Le cinéma devenait autre chose. Hein. La France va le dominer jusqu'en 1914, et puis après, les États-Unis vont prendre le relais. Tout ça, c'est des tranches d'histoire, c'est une chronologie d'une aventure qui a ses débuts, et ses débuts, ses commencements, ses fins, ses hoquets, ses hésitations. Lumière aura occupé le terrain, et il est important aujourd'hui de dire qu'il l'a vraiment occupé. Qu'il a fait 1500 films, plus 800 films hors catalogue. Après l'aventure du cinématographe, Auguste et Louis Lumière empruntent des chemins séparés. S'ils poursuivent l'un et l'autre la voie de la recherche scientifique, ils l'effectuent désormais dans des domaines différents. Pourtant, les deux frères ne cesseront jamais de se soumettre l'avancée de leurs travaux respectifs. Auguste se plonge dans la biologie, la chimie et la recherche médicale. Quant à Louis, il met au point la troisième grande invention Lumière, un procédé photographique autorisant la prise de vue en couleur, l'autochrome. L'autochrome, c'est fondamental. L'autochrome, c'est d'abord une autre obsession de Lumière dans le domaine de l'image, de Louis. Il arrête le cinéma pour inventer la photo couleur. Deuxièmement, l'autochrome va prouver à nouveau, s'il en était besoin, et je crois qu'il le faut, que Lumière est un inventeur et un artiste. Il va, dans l'autochrome, avoir la même démarche que dans le cinématographe, c'est-à-dire inventer le procédé et en inventer l'usage. Et les autochromes redisent à quel point Lumière était un homme de son temps, c'est-à-dire un homme de l'impressionnisme, un homme de la fin du XIXe siècle. Pour Louis Lumière, l'autochrome était, de son propre aveu, l'invention de sa vie. Il m'a fallu 7 ans d'efforts ininterrompus. Je n'ai rien fait d'autre pendant cette longue période. Je n'ai jamais perdu courage. Avec l'autochrome, Louis Lumière met au point une émulsion révolutionnaire, qu'il prépare à partir de grains de fécule de pommes de terre écrasés et colorés, et dont il recouvre des plaques de verre. Véritable défi technologique, ce procédé est produit industriellement à partir de l'année 1907, et l'harmonie des couleurs obtenues dans ses premières épreuves demeure inégalée. Pendant plus de pratiquement 30 ans, on peut dire que le procédé autochrome a été un des meilleurs et le plus diffusé dans le monde. C'est un procédé donc, qui sera
utilisé commercialement de 1907 à environ 1935-36, c'est-à-dire le moment où d'autres procédés apparaissent comme le Kodachrome et l'Agfacolor, qui vont encore simplifier de plus en plus la photographie couleur pour l'amateur, et en plus passer à des formats plus réduits, parce que l'autochrome en fait était sur plaque de verre, donc c'est quand même quelque chose qui était lourd à manipuler, et puis surtout qu'il n'était pas possible de reproduire. C'est-à-dire qu'en fait, un autochrome, c'est une photographie couleur sur plaque de verre unique, qu'on ne peut pas dupliquer. Auguste, de son côté, poursuit ses recherches dans le domaine médical. Il publie près de 40 ouvrages, crée une revue, rédige plus de 1000 mémoires, installe même une clinique privée à Lyon, rue Villon. Refusant les idées reçues, il s'oppose fréquemment aux institutions officielles et s'insurge contre les mandarins, qu'il surnomme les fossoyeurs du progrès. Ils n'admettent pas qu'on puisse faire œuvre de novation en dehors de leur chapelle. Mes travaux les gênent dans leur amour-propre et leur intérêt personnel. Il était sur la voie des allergies, il était sur la voie de toutes ces médecines parallèles ou douces auxquelles on reconnaît quand même de la valeur maintenant. Mais à l'époque, il avait l'air d'un franc-tireur absolu et il était quand même complètement mis à l'index par l'intelligentsia des médecins lyonnais. Cette direction de recherche leur paraissait farfelue, complètement farfelue. Auguste a fait quelques inventions remarquables, comme le tulle gras lumière. On le trouvait encore il y a très très peu de temps sous ce nom partout, dans les farniers, le tulle gras lumière. Et ça, c'est une invention en 1915 d'Auguste Lumière qui, devant la vue des blessés qui ont été brûlés lors des combats très meurtriers de la Première Guerre mondiale, s'est mis à gamberger et à trouver ce remède, ce médicament, ce pansement qui a soulagé des centaines de milliers de brûlés. Louis, quant à lui, concentre ses travaux sur la photographie et le cinéma. Et si l'étiquette bleue, le cinématographe et l'autochrome constituent ses inventions les plus célèbres, bien d'autres découvertes sont à son actif. Ainsi le Photorama, appareil mettant en œuvre 12 objectifs destinés à la projection de photographies panoramiques qu'il met au point dès l'année 1899. En 1900, à l'occasion de l'exposition universelle, il organise des projections cinématographiques sur écran géant pour un public de 25 000 personnes. Il travaille pour l'occasion sur de nouveaux formats, le 50 et le 70 mm, multiplie les inventions, le Kinora, le Cinématolab, la photostéréosynthèse. Enfin, dans les années 30, il invente un procédé de cinéma en relief utilisant des lunettes anaglyphes et tourne un remake 39 ans après, mais cette fois en relief, de l'arrivée du train en gare de La Ciotat, qu'il vient lui-même présenter devant l'Académie des sciences le 27 février 1935. Louis Lumière avait mis toute sa vie au service de l'image. Il croisa les plus grands, Walt Disney, George Eastman, Léon Gaumont, dans la quête d'une perfection technique qui, selon ses propres mots, visait à ouvrir une fenêtre sur la vie réelle. On a beaucoup de témoignages de lui par ses deux petits-fils, Jacques et Maurice Trarieux-Lumière, deux frères, qui en parlent avec extraordinairement de respect. Quelqu'un, un vieil homme qui était d'une grande rigueur, mais qui avait un côté j'y retrouve tout aussi. Il raconte qu'il avait toujours un tournevis, il avait des manteaux énormes qui pesaient très très lourd parce qu'il est toujours plein d'outils dans les doubles poches du manteau. Louis Lumière, un petit peu avant sa mort, essayait d'inventer le sel en couleur. Il était obsédé parce qu'il trouvait qu'il y avait un truc qui le gênait considérablement, c'est quand on salait le riz, on ne savait jamais la quantité de sel qu'on avait mis sur le riz ou sur les pâtes, et donc on se trompait. On salait ou trop ou pas assez. Donc il disait il faudrait trouver inventer le sel en couleur, parce que comme ça on saurait exactement la quantité de sel qu'on a mis. Donc et ça, voilà, c'est typique je trouve que ça, c'est une anecdote qui révèle beaucoup de choses sur Louis Lumière. Il avait cet esprit qu'il a fait un jour lever la nuit pour rentrer dans
légende familiale, pour inventer le cinéma un jour que ça l'obsédait tant qu'il en avait de la fièvre, de l'insomnie, et que en une nuit, racontera son frère plus tard, Louis venait d'inventer le cinéma. C'est des gens dont nous on découvre aussi, alors par les films et par la manière dont ils vivaient la vie quotidienne, dont on découvre un rapport au monde beaucoup plus généreux, beaucoup plus fort, beaucoup plus riche que ce que, encore une fois, on pourrait imaginer comme ça sur le seul portrait Louis-Auguste, inventeur du cinéma, ou les vieux inventeurs du cinéma, ou, encore une fois, ces photos d'hommes aux cheveux blancs. Pour ainsi dire endormis au monde, adolescents, nous nous réveillâmes hommes faits quand le succès était venu. Au crépuscule d'une vie passée à inventer, Auguste et Louis Lumière, dépositaires de plus de 100 brevets, se voient couverts d'honneur. Mais ils rendent pourtant un hommage sincère à Georges Méliès, leur concurrent de jadis, lorsqu'en 1931, Louis salue en lui le véritable inventeur du spectacle cinématographique. Moi, je trouve que le cinéma, il a, pendant un moment, régressé après. Que le langage cinématographique est devenu plus rudimentaire, que les plans sont devenus plus maladroits pendant de longues années. Il a fallu ensuite l'effort de gens comme Griffiths, comme Capellani, comme Antoine, enfin un certain nombre de gens, Feuillade, pour arriver à ouvrir de nouveau les portes. Mais pendant les quelques années, les années entre la fin des films Lumière et les vrais débuts de Griffiths, je trouve que là, le cinéma régresse et que les films des frères Lumière sont plus intéressants que beaucoup de films, même des années 10 ou des premières années du cinéma muet. Monsieur le Président de la République, Excellences, mes chers confrères, Mesdames, Messieurs, mon émotion et ma confusion sont extrêmes devant l'imposante manifestation de sympathie dont je suis ce soir l'objet de votre part. J'en suis profondément touché, et sans être en moi des sentiments qui ressemblent un peu à des remords, car je crains bien que mes mérites ne soient guère à la hauteur de tant de générosité. Qu'il me soit permis de vous demander de reporter sur mon frère Auguste, mon cher aîné, une part du grand honneur qui m'échoit aujourd'hui. J'ai eu, aux côtés de mon frère Auguste, la grande satisfaction de pouvoir mener à bien la solution de quelques problèmes qui sollicitaient mon attention. J'ai toujours été interloqué devant la forêt de points d'interrogation qui nous entoure. J'étais né enthousiaste. On vieillit moins vite car on attend toujours quelque chose. Serait-on inventeur si l'on ne savait pas espérer? Ce fut toute ma raison d'exister, toute ma vie. Louis Lumière meurt à Bandol le 6 juin 1948, à l'âge de 86 ans. Son frère Auguste le rejoint 6 années plus tard, le 10 avril 1954. Jusqu'à la fin, le père tranquille et le petit Broussu, comme on les appelait enfants, étaient restés passionnés, inventifs, complices.